Alors, nous allons reprendre sur cette deuxième séquence qui va se focaliser davantage désormais sur l'aspect Nouvelle-Calédonie et notamment, donc, il nous a semblé important de recontextualiser la justice transitionnelle par rapport, en gros, à la Nouvelle-Calédonie et potentiellement à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, à des aspects aussi donc, de sciences politiques, à des aspects juridiques, institutionnels de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on entame cette séquence qui s'intitule « La singularité du contexte calédonien, regard croisés ». Et je donne tout de suite la parole à mon collègue Louis Lagarde, qui est maître de conférence en histoire et en archéologie de l'Océanie, pour nous présenter ses observations sur notre thème. Et on m'a dit de ne pas perdre de temps sur les présentations parce que le temps était compté. Donc je lui cède la parole tout de suite. Merci Louis. En 15 minutes. Oui, en 15 minutes, j'espère. Bien, alors je vais essayer de parler très très vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc bonjour à toutes et tous. J'ai été sollicité par Nadège et Léa, que je remercie pour intervenir dans le cadre de ce colloque. La tâche est aussi délicate que le temps alloué est court, donc, et que les dynamiques qui ont sous-tendu l'histoire, et en particulier l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie, sont complexes. L'histoire récente du pays, comme on l'appelle souvent par attachement, est en effet tout sauf manichéenne. Et pour qu'elle soit envisagée dans sa richesse et sa complexité, eh bien son analyse doit se défaire tant des mécanismes dangereux de l'essentialisation que de ceux qui sont tout aussi pervers de l'édulcoration. Alors je vais essayer de poser ici un éventail des souffrances endurées, des peines subies par ce que j'appelle les communautés subalternes en présence en Nouvelle-Calédonie lors de la période coloniale, puis d'engager en fin de discussion quelques réflexions tout de même sur la communauté des expériences, les similitudes de vécu, les confluences de trajectoires qui, à mon sens, sont des espaces intellectuels à cultiver pour saisir le sens du pays. Alors au premier rang, évidemment, des souffrances endurées, il y a celle du peuple kanak. Le peuple premier, je le rappelle, puisque l'expression a récemment provoqué des gesticulations tout aussi stériles qu'infondées, vous saurez de quoi je parle. Celles-ci traduisent cependant en mots d'aujourd'hui un vieux débat sur le premier peuplement de l'archipel. Il a été dit il y a fort longtemps, à partir de pseudo-preuves douteuses et d'affirmations gratuites, que certains vestiges archéologiques de Nouvelle-Calédonie n'étaient pas l'œuvre des Kanaks, mais d'une ou de deux civilisations plus anciennes, plus complexes, plus glorieuses, plus claires de peau aussi, la dernière ayant été terrassée par l'arrivée de populations mélanésiennes, farouches, barbares et anthropophages, ancêtres des Kanaks. Ces modèles de remplacement de populations qui ne reposent sur rien, ont été mis à bas partout dans le Pacifique avec la systématisation des programmes de recherche archéologiques internationaux, avec la mise en commun des données scientifiques et la genèse sans cesse affirmée des grands modèles de peuplement de l'Océanie lointaine. Aujourd'hui, avec en plus les données issues de l'ADN humain, de l'ADN des animaux commensaux de l'homme, le rat, le poulet, le cochon, le chien, de l'ADN des plantes comestibles introduites, le premier peuplement du Pacifique Sud-Ouest est très bien compris. Des navigateurs austronésiens possédant un mélange d'ADN asiatique et d'ADN papou sont à l'origine de toutes les populations de la Mélanésie du Sud et du triangle polynésien actuel. Les différences d'aspect constatées entre les habitants des différents archipels étant tout simplement à chercher dans le ratio entre ces deux souches mères du peuplement. Les Kanaks sont donc les habitants et les lointains descendants des populations austronésiennes ayant débarqué sur les plages de la Grande Terre et des îles Loyauté il y a 3 millénaires, il était important que je le rappelle, car une part du racisme à l'encontre du peuple kanak est aussi celui de la négation de sa légitimité originelle. Si les premiers contacts entre Européens et Kanaks sont cordiaux entre 1774 et 1793, lors des voyages de James Cook et de Bruni d'Entrecasteaux, la localisation de la Grande Terre est désormais connue. Et la publication des cartes du Pacifique ouvre la voie au trafic, aux traites, aux courses aux ressources que sont les baleines et le santal, ainsi qu'aux aventuriers de Dieu. Les contacts répétés des décennies suivantes sont historiquement peu documentés, mais vivaces dans les traditions orales, et leurs conséquences sont rudes pour le peuple autochtone. Comme ailleurs dans le Pacifique, c'est l'apparition de maladies graves, d'épidémies. Elles entraînent des effondrements démographiques localisés et répétés, source d'incompréhension, de peur, de tension et de malheur. Les chiffres à établir sont difficiles pour la Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que entre le premier contact et la colonisation effective de l'archipel, là où commencent les recensements précis, eh bien, il se passe 80 ans. C'est beaucoup de temps et ça rend flou cette dépopulation, mais d'autres exemples dans le Pacifique montrent des dépopulations qui sont supérieures à 70, 80, voire 90% de la population en quelques décennies. À ce moment-là, je tiens à le rappeler, la colonisation française n'a même pas encore débuté. Mais c'est dans ce contexte très troublé que l'évangélisation fait ses premiers pas. Il convient de rappeler que la séquence selon laquelle tout ceci s'organise, ce sont bien les messagers de Dieu qui précèdent les colonisations en Océanie insulaire et non l'inverse. Jamais.
la nationalité des missionnaires se confond avec la puissance administrante, non pas parce qu'ils en sont les conséquences, mais bien parce qu'ils la précèdent, en réclamant le plus souvent, par des courriers insistants, la colonisation du territoire où ils exercent, en proie à 1000 difficultés et dans des climats souvent hostiles, leur ministère. Ainsi, les missionnaires protestants de Nouvelle-Zélande se trouvent à la tête des négociations de Waitangi, comme les protestants américains de la BCFM à Hawaï sont là lors de la chute de la dynastie Kamehameha, au profit d'une colonisation états-unienne. La Nouvelle-Calédonie ne fait donc pas exception, malgré les inquiétudes de Monseigneur Douar, la grande terre devint française 10 ans après l'arrivée des missionnaires catholiques et français. Et c'est justement parce que les loyautés sont évangélisées par des protestants anglophones qu'elles ne tombent dans le giron français qu'en 1864, suite à un coup de force du gouverneur Guillain. En termes de responsabilité dans la déstructuration des sociétés autochtones, les missionnaires protestants ne sont pas en reste. Couverture des corps, restructuration du paysage foncier autour de l'Eika, le temple, mot qui vient de l'anglais acre en anglais, l'arpent, sous-entendu l'arpent de Dieu, astreinte à la semaine de 7 jours, observation obligatoire du sabbat strict le dimanche, confiscation d'objets magiques, destruction d'idoles, autodafé, avec la complicité bien sûr des plus fervents des convertis, peu conscients de participer à la désagrégation d'un monde culturel. La loi du 30 mai 1854 organise l'envoi des criminels condamnés aux travaux forcés vers les colonies. La Nouvelle-Calédonie, à partir de 1864, devient donc une terre de transportation combinant expansion coloniale et exploitation d'une main-d'œuvre corvéable dans un contexte post-esclavagiste. C'est en effet parce qu'il n'y a plus d'esclaves qu'on destine dès lors les forçats aux colonies. Les condamnés y subissent une double peine. Ils doivent rester dans la colonie de transportation tout le reste de leur vie, d'après les termes de la loi. L'isolement extrême de la Nouvelle-Calédonie, à 1800 km de l'Australie et à 18 000 km de la France, rendait toute fuite quasi impossible. Ainsi, 87% des transportés en Nouvelle-Calédonie y sont enterrés, faisant de cette colonie à la fois une terre d'expiation et un tombeau. La colonisation pénale, présentée comme un outil de peuplement et de réhabilitation, assigne les forçats aux travaux, je cite, les plus pénibles de la colonisation, ce sont les termes exacts, et selon un idéal très officiel, les régénérer par le labeur, en faire des colons modèles, fondateurs d'une nouvelle société aux antipodes. En pratique, ce système se traduit par la spoliation des terres kanaks, occupées depuis des siècles, voire des millénaires. Les zones les plus fertiles de la côte ouest sont confisquées pour y établir des villages de libérés du bagne via un système de concession, au mépris des droits ancestraux des clans et d'un rapport séculaire à la terre fondé non pas sur la propriété, mais sur l'appartenance. Les spoliations, retraits, abandons, création de réserves, cantonnements successifs ont ainsi été vécus par le peuple autochtone comme une série de traumatismes auxquels s'ajoutent les traitements abusifs, une mortalité importante et une répression systématique consubstantielle au processus colonial en cours, dont le maître mot, en fin de XIXe siècle, est la pacification pour les latinistes, ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Tacite. Ces incursions toujours plus profondes en terre kanak, ce recul progressif des zones tribales, l'essor de l'élevage dans un archipel où les grands mammifères étaient inconnus entraîne une déstructuration sociale des réseaux traditionnels ainsi que des enjeux alimentaires. Le bétail des colons piétinant les cultures vivrières traditionnelles. La conjugaison de tous ces facteurs entraîne entre juin 1878 et janvier 1879 une période de troubles très importante connue sous le nom d'insurrection kanak. Celle-ci, ainsi que la répression qui s'ensuit, à laquelle participent aux côtés de troupes militaires françaises des auxiliaires kanak, il faut le rappeler, des forçats aussi, des communards, des condamnés kabyles, entraîne un très lourd bilan, plus d'1 millier de victimes et plusieurs centaines de déportations, des fuites de clans, des spoliations supplémentaires et des plaies toujours vives dans une région comprise entre Boulou-Paris et Poya, au centre de la Grande Terre. Je reviens au bagne. Entre 1864 et 1897, 21 460 condamnés aux travaux forcés sont envoyés à la Nouvelle, auxquels s'ajoutent ceux jugés sur place jusqu'en 1931, date à laquelle la colonie est enfin désaffectée de l'exercice de la peine des travaux forcés. On distingue les forçats encore détenus des libérés, astreints à résidence, enregistrés par un nouveau matricule, et ces libérés ne sont absolument pas libres. À l'intérieur des pénitenciers, les forçats n'existent plus que par leur matricule et leur classement disciplinaire. Il y existe pléthore de châtiments corporels pour punir les condamnés rétifs à la discipline. Cellules, cachots noirs, crapaudines, courbarils, poussettes, fer chaud, bastonnades. Tous trouvent leur origine dans les punitions des marins de l'Ancien Régime, puisque le bagne est l'héritier des galères. Certains sont proscrits à partir de 1881, grâce en particulier au témoignage d'Alphonse Imbert, journaliste, communard, condamné aux travaux forcés et amnistié en 1879. Je connais bien ce récit pour l'avoir récemment réédité. L'enquête retentissante menée sous l'autorité de Georges Perrin à la Chambre des députés suite aux révélations d'Imbert parvient à imposer l'abolition des châtiments corporels que Victor Schœlcher avait porté à plusieurs reprises et sans succès à la Chambre. Le mode de punition change donc par la suite, mais la possibilité de punir est perçue comme une absolue nécessité par la paix
qui met en place le camp brun, dit camp de l'abattoir. Pour échapper aux terribles conditions de ce camp disciplinaire calédonien, équivalent de certains camps guyanais de sinistre mémoire, les condamnés se mutilent les mains, les pieds ou se crèvent les yeux. La mortalité y est très importante. Mais il n'y a pas que les incorrigibles qui souffrent. Les forçats affectés sur les mines, dans le cadre des contrats de chair humaine passés par la paix avec les industriels, voient leur espérance de vie réduite à 18 mois. Ration insuffisante, discipline de fer, tâche écrasante, la mine commence inexorablement son travail de dévoreuse d'hommes par les forçats, une population déjà émaciée et sous-alimentée en temps normal. Pour nourrir l'expansion industrielle, j'y reviendrai dans un instant, on pense à substituer, en améliorant quelque peu les rations, à la main-d'œuvre pénale celle des travailleurs engagés asiatiques. En réalité, il ne faut pas oublier que sur le premier convoi de travailleurs tonkinois, celui du navire Chéribon, la moitié des Asiatiques en question sont en réalité des bagnards de poule au condor. Le travail sur mine des condamnés peut donc s'arrêter précisément parce qu'il continue. Les libérés du bagne, une fois installés sur des concessions, sont étroitement surveillés par la paix. Alors qu'ils sont astreints à résider dans la colonie, ils ne peuvent sans autorisation circuler librement sur la Grande Terre. Ils sont astreints à résider dans leur arrondissement alloué et doivent fournir leur livret de libérés avec leur nouveau matricule à chaque contrôle de gendarmerie et de police. Si leur concession n'est pas suffisamment mise en valeur, ils s'en voient dépossédés et n'ont d'autre choix que l'errance ou le travail sur mine, de nouveau, le plus souvent. Ils forment la libéraille, une catégorie sociale accusée de tous les maux, honnie, détestée et ostracisée. Les femmes des bagnards sont des femmes condamnées, il y en a plus de 500, mais surtout des filles de condamnés, ou bien encore des femmes kanaks. Elles deviennent, dans certains cas, comme on a pu l'écrire, les bagnardes des bagnards, sont contraintes à la prostitution, peuvent être violentées. Sur ces souffrances sourdes, tues, par la rareté des témoignages, on n'a pas fini de faire la lumière. Les enfants de condamnés sont placés dans des institutions confessionnelles de Néméara et de Fonwari sous la houlette de frères et de sœurs peu instruits, et puisque leurs parents, qui sont donc apparemment d'anciens criminels, sont perçus comme incapables de s'occuper d'eux. Impossible également d'imaginer les placer à la laïque, à Nouméa, au milieu des enfants d'origine convenable. Des générations d'enfants sont donc arrachés à leur famille, internés dans des structures où la qualité de la formation n'est pas au rendez-vous et selon des voies employées ailleurs pour les enfants aborigènes ou réunionnais par exemple. Voilà en quelques mots pourquoi, localement, le bagne a très longtemps pesé de son ombre sur la société calédonienne qui, à la différence de la Guyane contemporaine, en est très largement issue. La Nouvelle-Calédonie, indéniablement, a été une terre de travail. Et si, bien sûr, au premier chef sont concernés par ce mot les condamnés aux travaux forcés, puisque c'est leur titre, il est impossible de passer sous silence l'engagement au sens figuré des travailleurs engagés au sens propre. Les hébridais, en premier lieu, qui sont recrutés par le biais du blackbirding, une traite négrière esclavagiste, sont employés sur la Grande Terre selon les termes inacceptables de contrats d'engagement expéditifs et avec très peu d'espoir de retrouver leurs îles. Les choses s'améliorent pour eux, heureusement, à la toute fin du XIXe siècle. Les engagés tonkinois, qui sont considérés comme des indigènes de l'Empire français, tombent de facto sous le coup des règles encadrant l'indigénat localement, mises en place pour les Kanaks, qui est extrêmement pénible, avec des restrictions de déplacement, d'exercice de profession et un racisme violent. Les Javanais et leurs épouses, venus pour beaucoup accompagner le développement de la colonie, sont des indigènes d'une puissance amie mais étrangère, les Pays-Bas. Ils n'ont ni les mêmes droits ni les mêmes possibilités que les autres. Sur les livrets d'engagés des femmes, on voit systématiquement profession autorisée, domestique et domestique seulement. Les violences sont énormes dans ces communautés, violences sur les femmes en particulier, qui sont considérées comme une denrée échangeable et précieuse dans ces environnements quasi exclusivement masculins des camps de travail sur mine. Les meurtres, les rixes, le caïda, l'alcool, les violences de toutes sortes sont très nombreuses et la justice le démontre. La population des condamnés augmente par le biais des Asiatiques, comme en témoigne cette vue de la population carcérale au camp Est en 1931, le jour de l'exécution du Javanais Tamine. Tous les condamnés qu'on a forcés, comme au bon vieux temps du bagne, à assister à l'exécution capitale, découverts et accroupis, comme vous le voyez, sont asiatiques. Les Japonais, quant à eux, sont les seuls travailleurs engagés ressortissants d'un pays indépendant, sans tutelle coloniale. Cette particularité qui leur confère une grande liberté fait que les hommes japonais sont un modèle d'intégration, se fondant dans toutes les couches sociales et toutes les composantes ethniques de la population, de la bourgeoisie noméenne au monde de la brousse, en passant par les tribus kanaks. Des unions très nombreuses permettent la survie des patronymes, mais au début de la Seconde Guerre mondiale, alors que certains sont déjà âgés, ces Japonais sont raflés, internés à Nouméa, placés dans les anciennes geôles du bagne, leurs biens saisis. Ils sont exilés en Australie dans les camps de prisonniers de guerre, puis, après le conflit, expédiés sans autre possibilité vers le Japon. Leurs enfants calédoniens, traumatisme terrible, ne les reverront jamais. Seuls à sortir du lot, à former une bourgeoisie urbaine parfois prétentieuse et maintes fois décriée dans les sources littéraires et historiques, sans aucune contrainte pesant sur elle, avec toutes les possibilités de déplacement et toutes les libertés, il existe bien sûr quelques familles de négociants et de propriétaires, ainsi que les autorités ecclésiastiques,
les fonctionnaires, pendant très longtemps exclusivement métropolitains et de passage, de même que les enseignants, les gendarmes, les militaires. En réalité, dans la Nouvelle-Calédonie coloniale, finalement, quelques riches colons exceptés, seuls ceux que l'on appellerait aujourd'hui les oreilles ou les expats, selon le terme que l'on préfère, ont joui de toute leur liberté. C'est là tout le paradoxe d'une société coloniale assez unique, fondée à la fois sur le peuplement pénal et l'exploitation humaine par le travail des subalternes. Une colonie définie par la totale liberté des éphémères et la constante privation de liberté des permanents. Alors en conclusion, il y a tant de choses que je n'ai pas le temps d'aborder. Les travailleurs indiens venus du Tamil Nadu par le biais de la Réunion, le volontariat forcé des tirailleurs kanaks et les promesses non tenues d'accès à la citoyenneté, le cosmopolitisme de la population du bagne, etc., etc. Dans cette terre calédonienne des assignations en résidence, selon les termes de Wallace Cotra, il faut ajouter les assignations à penser ou à percevoir l'autre. Pourtant, les alliances, les unions multiraciales, les métissages malgré tout existent, et ils relèvent du miracle. Un miracle de partage, de mise en commun, soutenu par les échanges et les rapports interdits ou mal vus, par les influences mutuelles, par les échanges culturels. Cela tient aussi à la communauté des destins, travail en commun sur les mines, dans les plantations. Cela tient aussi à l'agentivité des populations et à leur capacité de dépasser les clivages, les cloisonnements imposés que tous ces subalternes ont contournés par la désobéissance, la débrouille, les stratégies d'évitement et la soif de survie. Et pourtant, l'assignation à penser existe. L'assignation à exister à sa seule place aussi, sans pouvoir s'en sortir, qui parfois a été couplée à une bienveillante mais mortifère essentialisation communautaire, ont entraîné l'exacerbation des différences plutôt que la valorisation de ces vécus partagés, de communautés de langue, d'humour, de cuisine, de pratique, de savoir, de savoir-faire, de remèdes et de croyances. Alors que conclure ? Les Kanaks sont-ils les plus grandes victimes de ce processus colonial ? Ça fait aucun doute. Sont-ils les seuls ? Je ne crois pas. Subissent-ils encore les conséquences de cette douloureuse histoire? Sans nul doute également. Sont-ils les seuls? Les plus durement impactés encore aujourd'hui, assurément. Mais il ne faudrait pas sous-estimer les retards éducatifs, par exemple, des familles broussardes, des métis, des descendants asiatiques. Je terminerai, si j'ai une minute, par un exemple. On sépare souvent, dans les statistiques d'accès aux études, les Kanaks des Blancs tous regroupés. Mais attention, si effectivement il y a environ un demi-siècle d'écart entre les premiers Calédoniens bacheliers et les premiers Kanaks bacheliers, il faut rester prudent quant à ces chiffres. De quels Calédoniens parle-t-on lorsqu'une poignée de ceux-ci, certes méritants, accèdent au certificat d'études secondaires coloniales en 1912 ? De Fernand Collardo, fils d'avocat qui deviendra sénateur de la Réunion ? De Louis Lescourt, le fils du plus influent médecin de Nouméa ? D'Albert Rapazzi, dont le père fut administrateur de la SLN et qui la dirigera lui-même ? Tous ces jeunes premiers lauréats forment les enfants d'un petit colonat libre et bourgeois aux proportions très réduites. Il s'agit donc bien de comparer ce qui est comparable. Alors, sur une note toute personnelle, il y a 30 ans, jour pour jour, j'obtenais le baccalauréat, série S. Et dans ma classe de terminale du lycée La Pérouse, où les Blancs, certes, ne manquaient pas, il n'y avait qu'un seul jeune Kanak. C'était Roch Poigoun, le fils d'Élie Poigoun. Il n'y avait qu'un seul descendant de Bagnard aussi. C'était moi. Je vous remercie. Merci Louis pour cette intervention très touchante, très émouvante et qui, je pense, s'inscrit totalement le contexte de la Nouvelle-Calédonie et ce pourquoi on est là aujourd'hui, de se questionner sur un processus de justice transitionnelle et l'opportunité de le mener en Nouvelle-Calédonie et je te remercie sincèrement. Je passe la parole, et c'est dur de faire une transition sur ces mots-là. Je passe la parole à notre collègue Anthony Tutugoro, qui est docteur en sciences politiques et post-doctorant dans notre laboratoire de recherche, le laboratoire donc de recherche juridique et économique, sur un programme qui s'appelle aussi Inclusive Peace et auquel je voudrais relier ce colloque parce que c'est aussi comment faire société dans des sociétés divisées. C'est la réflexion qui est menée sur un très gros projet de recherche qui est mené sur 3 ans et sur lequel on arrive à la fin. Et je te donne la parole, aussi difficile soit-elle pour l'instant.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Et merci Louis pour la première présentation de ce matin. Je voulais juste aussi remercier les organisateurs de ce colloque pour nous avoir avec vous aujourd'hui. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, effectivement, comme le disait Nadège, c'est essentiellement c'est les premiers résultats en fait du projet, du programme de recherche Inclusive Peace sur lequel on travaille depuis quelques années maintenant. Donc là, je suis Anthony Tutugoro, chercheur postdoctoral au large. Alors, pour aller très vite, parce qu'on a très peu de temps ce matin, je vais articuler mon propos en trois points majeurs. Le premier point, c'est toujours sous forme de questions pour vous guider un peu, vous amener dans notre raisonnement. Donc c'est déjà de revenir au regard de tout ce que Louis vient de dresser de notre miroir du passé, mais qui finalement ne s'arrête jamais et qui se poursuit dans notre présent. C'est de revenir sur le terme, le concept de Deeply Divided Societies, donc les sociétés profondément divisées en français. Comment le définir ? Le deuxième point, ce sera en quoi la Nouvelle-Calédonie emprunte-t-elle au mécanisme d'une démocratie dite consociative ? Comment est-ce qu'elle orchestre son partage du pouvoir en interne ? Et le troisième point, c'est comment est-ce que ce partage du pouvoir est perçu par un certain nombre d'acteurs locaux. Et je vous amènerai un peu dans les résultats des enquêtes qu'on a pu mener depuis. Donc le premier point, c'est comment définir ce que sont des sociétés profondément divisées. Alors, nous, en sciences politiques, les sociétés divisées, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui sont considérées comme démocratiques, elles sont par essence divisées. Vous avez le clivage droite-gauche, le clivage libéraux, interventionniste, etc. Ce qui va nous intéresser, nous, dans le cadre de notre recherche, et c'est des sociétés qui se présentent à travers le globe, hein. C'est en fait des sociétés qui sont divisées sur le plan donc ethnique ou communautaire, religieuse, linguistique ou encore nationale. C'est ce que les constitutionnalistes appelleraient les États plurinationaux, par exemple. Donc cette catégorisation, elle va s'appliquer bien davantage aux sociétés qui sont considérées comme homogènes, davantage aux sociétés qui sont considérées comme hétérogènes qu'homogènes. Donc ce qu'on appellerait aussi en droit public, par exemple, les peuples complexes. C'est ce qui va nous intéresser ici. Des peuples qui sont des territoires qui sont composés de plusieurs communautés. Et c'est d'ailleurs en m'intéressant un peu à cette littérature que j'ai modifié aussi un peu ma façon d'aborder mon propre l'archipel, comme avec Louis, on est ressortissants tous les deux, sous le prisme de la science politique. C'est que si on veut s'obstiner à regarder la Nouvelle-Calédonie de façon, comme on dirait aujourd'hui, colorblind, hein, c'est-à-dire indépendamment de ses communautés, en fait, on serait tenté d'idéaliser quelque part une forme de destin commun qui invisibiliserait les différences. Et donc, si on procédait de cette manière-là, on passe forcément à côté des réalités sociales qui traversent l'archipel. Et donc ici, le cœur et le nœud du problème, il est lié au contentieux colonial, qui ne s'arrête jamais et certainement pas aux portes d'un référendum. Et donc on assiste à un continuum, une continuité des structures de la colonisation, qui fait que les structures, du moins la division sur le plan des idées politiques, finit par se traduire sur une division d'ordre communautaire. Et ça, si on reprend les dernières enquêtes du CEVIPOF qui ont été faites depuis le référendum de 2018, on sait très bien qu'en Calédonie, il y a un vote communautaire qui est en présence, et on l'a notamment vu à travers les résultats du référendum, où, pour faire très gros, les ressortissants du peuple kanak votent en faveur de l'indépendance et les autres communautés en défaveur, s'il fallait vraiment faire des grossir ici. Donc mon deuxième point, il est sur donc en quoi la Nouvelle-Calédonie emprunte-t-elle au mécanisme d'une démocratie dite consociative. Alors ça, c'est des mécanismes qui sont issus, bien entendu, des accords. Donc il y a toute la période que Louis a adressée juste avant. Et suite à cette période-là, on a eu des accords qu'on qualifie de partage du pouvoir entre les communautés ici. Et donc la démocratie consociative, du moins celle qui n'est pas majoritaire, c'est-à-dire celle où ce n'est pas un parti ou un groupe qui remporte les élections, sur le modèle Westminster, par exemple, qui va venir et prendre à la fois le gouvernement, le cabinet, le congrès, etc., et qui va pouvoir, pendant les 5 prochaines années, filer avec ses politiques publiques qu'il avait prévues pour le cadre de son programme. Ce n'est pas tout à fait le cas de la démocratie consociative. Elle repose elle aussi sur 4 piliers fondamentaux qui sont le scrutin à la proportionnelle, le gouvernement de coalition, un droit de veto qui est important, qui va être donné aux communautés minoritaires, et ce qu'on appelle l'autonomie segmentaire. Je reviens un peu sur les 4 points pour le cas de la Nouvelle-Calédonie.
Donc nous, pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, on a la proportionnelle, comme vous le savez, pour les élections provinciales. D'ailleurs, c'est la seule fois où on est appelé aux urnes, c'est la fois où on va se prononcer pour une liste à l'échelle de notre province qui va permettre de constituer les groupes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et qui va déboucher sur le gouvernement, qui vont aussi avoir leurs membres attitrés au gouvernement. Donc on a ce scrutin à la proportionnelle, de liste. Un gouvernement de coalition, bien entendu, c'est l'une des spécificités de l'archipel et de la collectivité qui est la nôtre, c'est qu'on a un gouvernement qui est dit collégial. On a la collégialité où l'ensemble des groupes politiques qui sont représentés au Congrès le sont également à l'échelle du gouvernement, ce qui n'est pas rien. Et donc là où j'ai mis un petit bémol, c'est sur le droit de veto pour les communautés minoritaires. Bien que le Sénat coutumier il ait un regard, par exemple, obligatoire sur tout texte qui va concerner l'identité kanak, tout projet de loi de pays, proposition de loi de pays qui concerne l'identité kanak, il n'a pas non plus le veto, c'est un avis qui est obligatoire. Bien entendu, on n'est pas obligé de suivre l'avis qui va lui être fait. Donc un petit bémol pour cette partie-là. Par contre, l'autonomie segmentaire, oui. Ce qu'on appelle l'autonomie segmentaire, c'est effectivement des droits particuliers qui vont être attribués au sein de l'État pour une communauté, par exemple, particulière. Donc nous, si on revient sur nos statuts civils de droit commun, droit coutumier, on a là un exemple où les ressortissants du statut civil coutumier vont répondre à des autorités qui leur sont propres, à leur district, à leurs aires culturelles, puis au Sénat coutumier, et donc auxquels ne répondront pas forcément les citoyens de statut droit commun. Donc j'arrive au dernier point de la présentation, et c'est ce qui va me prendre le plus de temps maintenant, c'est en fait finalement comment est-ce que les résultats du travail là, sur lequel... Donc tout ça c'est du travail en construction, hein, c'est la première fois que je vais montrer un peu des résultats ici en Calédonie de ce qu'on a fait. C'est comment ça peut nourrir au regard de tout ce qu'on s'est dit déjà ce matin, comment ça peut enrichir la réflexion. Donc c'est de revenir sur les perceptions, les conceptions du partage du pouvoir par un certain nombre d'acteurs locaux. Et pour donner un mot un peu contextuel sur le projet Inclusive Peace, donc nous sur le programme, on est plusieurs collègues de plusieurs régions du globe, et on s'intéresse sur justement ces sociétés profondément divisées et comment est-ce qu'elles aménagent leur partage du pouvoir. Et donc il y a plusieurs États sur lesquels on s'intéresse. Il y a l'Irlande du Nord, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, le Liban, la province de Mindanao aux Philippines, et bien entendu nous ici en Nouvelle-Calédonie. Donc l'approche qu'on fait, et ça j'insiste là-dessus, c'est une approche qu'on réplique sur chaque étude de cas. Sur chacun de ces territoires-là que je viens de citer, on procède de cette manière-là. On a des chercheurs qui vont aller sonder les acteurs locaux sur leur perception de l'évolution du partage du pouvoir. Donc ça c'est une approche qui est qualitative. On fait des entretiens en tête-à-tête, collectifs, avec les acteurs, donc à plusieurs niveaux, institutions, partis politiques, citoyens, etc. Et une approche qui est plus quantitative, donc là c'est sonder un échantillon de la population sur ces perceptions, sur des questions qui sont similaires. Et l'idée c'est de croiser un peu les regards entre les représentants du corporatisme, on va dire, des grands groupes, et de la population. Donc voilà, ici, la série d'enquêtes qui a été faite, c'était en fin d'année dernière, dont on sortait d'un contexte que vous connaissez. Donc ici, là, les données sur lesquelles je vais m'appuyer, donc c'est des entretiens en tête-à-tête, c'est des entretiens collectifs qui ont été faits août-septembre l'année dernière. Donc je vous mets un peu au tableau les acteurs, on reviendra, on les reverra ensuite. Avec des échanges plus informels aussi, avec des rencontres qui ont pu avoir lieu, beaucoup de rencontres l'année dernière avec les cabinets du ministre, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, ou encore une rencontre avec le Forum des îles du Pacifique. C'est maintenant qu'on rentre au cœur de ces perceptions. Donc, premier sujet sur lequel je vous amène, c'est celui de la collégialité, j'en parlais tout à l'heure. Et on interroge justement les acteurs sur leur vision, comment ça pourrait évoluer. Donc voilà ce que nous dit le sénateur de la seconde circonscription, M. Robert Howie. Donc la collégialité, c'est ça, c'est mettre la natte où tout le monde s'assoit, et de la différence des uns et des autres, on essaye d'en sortir quelque chose. C'est ça la philosophie. On aurait pu mettre un gouvernement démocratique, de type majoritaire, mais on ne l'a pas fait. La preuve, c'est qu'ils l'ont beaucoup critiqué à l'époque, mais parce qu'ils seront toujours majoritaires. Mais quand ils sont devenus minoritaires, ils sont bien contents d'avoir ce gouvernement. Sauf qu'après, on n'a pas le même état d'esprit, parce que nous, à l'époque, on ne faisait jamais les choses pour bloquer la discussion.
Vous voyez la perception de l'autre sénateur de la première circonscription, M. Georges Naturel. Donc, je voyais en août 2024. Donc, je pense que l'organisation de notre gouvernement, il est exceptionnel. Alors, c'est pas facile, hein. C'est pas facile cette mise en place, parce que c'est pas un esprit majoritaire, c'est un esprit de consensus. Parce que notre manière de fonctionner, c'est le consensus. Je veux dire, c'est compliqué, c'est long, mais il faut qu'on y arrive. Et il revient sur la provincialisation. Je pense que ça a permis, alors après il faut faire le bilan, on connaît le bilan, ça a permis de donner le pouvoir aux uns et aux autres. Revenir toujours sur le partage du pouvoir et la nécessité justement de trouver ce consensus à l'échelle plus globale. Et il poursuit, on est un territoire de consensus, tu ne peux pas faire de la majorité pure et dure, parce que je pense qu'on n'est pas mûr pour ça. Aujourd'hui, on a besoin encore de ça. Enfin, on n'est pas encore mûr politiquement. Un homme, une voix, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça ne s'applique pas aujourd'hui à la Calédonie comme ça, brutalement. Et c'est pour ça que, même si je ne suis pas indépendantiste, je trouve que les discours de certains sont hors sol par rapport à notre contexte calédonien. Moi, je suis un adepte de la proportionnelle. Après, le problème, c'est qu'il faut que ça fonctionne. Qui revient aussi sur le Congrès. Le problème du Congrès, c'est qu'aujourd'hui, les gens défendent leur province plus que le pays. Et ça, le principe de base qu'il faut transformer pour que les élus aient une vision pays. Si on revient sur l'architecture aussi des accords, bien entendu, si avec ces acteurs-là, on va parler de partage du pouvoir, on revient forcément sur la manière d'avoir fait les accords politiques. Ceux qui nous encadrent aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, hein, on n'est pas encore sorti de l'accord de Nouméa. Le principe qui était celui des accords, c'était de réunir ce qu'on appelle les élites politiques, donc les leaders, les représentants de chaque communauté, de chaque gros bloc qui animait le pays, de leur faire trouver un point de consensus et de faire ratifier l'accord ensuite par la population. Ça, c'est des échos qui peuvent trouver justement écho avec l'actualité, avec nos préoccupations du moment. Donc écoutez ce que nous disent Muneiko Aucas et Christelle Marie pour le MNIS, Mouvement nationaliste indépendantiste et souverainiste. Donc pour moi, il y a un malentendu à la base de la signature des accords. C'est qu'en 88, les indépendantistes ont signé un processus de décolonisation. Et je pense que Jacques Lafleur, lui, a signé la fin des événements. Il y a encore toute une frange des loyalistes qui reste accrochée à ça, où ça a mis fin à un conflit et maintenu un statu quo qu'ils n'ont jamais vraiment dépassé. Et moi, ce qui me frappait quand j'étais encore en métropole et que je voyais les journaux télé du pays, que je suivais l'actualité, c'est à quel point les mots « destin commun » dans leur bouche étaient une coquille vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la concrétisation de ça. L'identité kanak, elle a été reconnue dans les accords. La colonisation et les méfaits de la colonisation ont été reconnus dans le préambule de l'accord. Mais derrière, il n'y a pas eu l'étape suivante, qui est de régler ça politiquement. Et d'un point de vue économique, toutes les politiques de rééquilibrage, moi, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils les ont mises en place parce que c'est dans l'accord, parce que ça leur permettait de récupérer les subsides de l'État, mais sans vraiment vouloir le rééquilibrage. Vous avez, donc ce matin aussi, on mentionnait la naissance spontanée de processus. Donc là, ce n'est pas de la justice transitionnelle, mais je pense que les parallèles pourront être faits. Si l'État ne crée pas ces instances de dialogue-là, la population peut s'en emparer et créer elle-même ces espaces. Ben là, on a un exemple typique avec le collectif Pays pour le dialogue qui s'est monté l'année dernière, après l'insurrection de 2024. Et donc je les ai rencontrés l'année dernière également. Regardez un témoignage qui a été fait pendant cet entretien collectif. Donc la démarche qui est intéressante, c'est qu'on parte du bas. Tout le monde va toujours dire que la solution va arriver des politiques, du haut. Mais nous, ce qu'on craint, et c'est un peu ça l'objectif, c'est que si demain, eux, donc le personnel politique, ils se parlent et des choses n'ont pas été faites ou entendues au niveau de la population, est-ce que l'accord qui va être fait très prochainement, eh bien, toutes les paroles auront été entendues? Donc c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, autour de la table, on est de plusieurs sensibilités, on est experts, retraités, etc. On écoute toutes les problématiques, tout ce qui se passe dans notre pays parce qu'on habite là, et que la démarche qui est faite là aujourd'hui du collectif, elle est intéressante, c'est de faire parler la société civile. On fait parler les Calédoniens de n'importe quel bord. Et les gens, ils sont en train de nous dire les points positifs, les points négatifs, peu importe leur domaine. Et c'est là que c'est intéressant pour nous, c'est par rapport à tout ce qu'on a écouté aujourd'hui. Donc les gens, les enquêtes, enfin c'est pas des enquêtes, c'est des moments on va dire de parole, de restitution de parole, de dialogue avec les différents groupes qui pouvaient y avoir, qui étaient sur le terrain ou non à ce moment-là. Par rapport à tout ce qu'on a écouté, il y a quand même une détresse forte en Nouvelle-Calédonie. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a plein de choses qui se passent.
Après, nous, le collectif, c'est un peu ça. On rencontre les gens, on ne force pas les gens qui désirent nous rencontrer par rapport à notre démarche. Et toujours sur l'angle de cet accord, si on revient sur ce dont je vous disais, je vous parlais juste avant, sur la dimension de faire signer un accord et en plus de rajouter dans le package quelque chose qui aurait été décidé par les élites politiques et ensuite de le faire ratifier par les citoyens, introduire à l'intérieur un nouveau référendum qui pourrait se tenir dans 20 ans, enfin ce qui a été fait pour l'accord de Nouméa par exemple, et ce qui est envisagé, ce qui peut être envisagé aussi dans les discussions qu'on a actuellement. Écoutez ce que nous dit Joël Casaero du mouvement Construire Autrement. En fait, l'exemple de l'accord, c'est ce qu'il ne faut pas faire à la sortie. L'accord, c'est un accord de paix dans lequel on n'a pas réglé le problème. Et donc on laisse pourrir pour les générations futures. C'est un peu comme le climat. On se dit de toute manière, c'est pas nous qui allons le régler. Donc allez, on prend l'avion, on va aller jouer à Las Vegas, on va faire du ski au Japon. Mais c'est pas nous qui allons régler. C'est pas nous qui allons payer. Donc c'est pareil pour l'accord quelque part. Il y a une espèce de façon de se dire, de toute manière, c'est tellement loin qu'on ne sera plus là. C'est pas très grave. Et on essaie de repousser. Et tu sais, quand on essaie de repousser toujours les limites, en fait, le problème, c'est que si tu ne réfléchis pas à la sortie, ton problème, tu vas l'amplifier. On retrouve cette dimension-là dans la contractualisation possible d'un accord pour l'avenir de la Calédonie, également à travers un autre acteur que j'ai rencontré qui représente une association citoyenne aussi, Nos Vies, Nos Avis, qui milite notamment aussi pour la constitution d'une commission citoyenne ici sur l'archipel pour aider à la prise de décision. Voilà ce que nous dit Jérôme Pétrancourt. La population, elle doit avoir son mot à dire. Qu'est-ce que ça veut dire de décréter ce que sont les valeurs, les droits, les devoirs fondamentaux et le positionnement du pays en termes de souveraineté sans la population ? Pour moi, c'est un non-sens, parce que de toute façon, si c'est un camp politique ou un autre qui gagne, il y aura un camp de la population ou un autre qui sera lésé. De toute façon, ça c'est aussi une conviction forte. Le problème, ce n'est pas un problème de souveraineté, même s'il faut effectivement en un moment se positionner. Le problème, c'est qu'on a des organisations sociales différentes, des identités, des cultures différentes. Donc il faut qu'on trouve une organisation pour que tout ça puisse s'exprimer, vivre, se sentir bien. Demain, si c'est totalement souverain ou si c'est totalement un département de l'Hexagone, ça ne changera pas qu'il y aura toujours des Kanaks, toujours d'autres communautés et qu'il y a une organisation sociale particulière. Il y a une civilisation particulière. Donc comment tu l'exprimes ? Comment tu la laisses s'exprimer ? Comment cette civilisation-là irrigue le modèle de société ? Moi, je ne vois pas comment ça se règle à travers un accord politique au sens classique que moi, je peux connaître depuis que je suis là en fait. Et je vous laisserai avec un dernier extrait parce que je vois que je suis déjà hors du timing, qui était fait toujours sur cette logique de créer un accord politique pour l'archipel sur lequel chacun pourrait se retrouver, avec un entretien que j'ai eu aussi avec le cabinet du député de la seconde circonscription, M. Chibaou. Donc écoutez ce que nous disent M. Kenzo Vandegou et Emmanuel Dianaï, c'est-à-dire que le terrain que nous, on fait sur le plan institutionnel et politique, il faut que chacun le fasse aussi à la maison, avec les gens qui sont dans le même clan, mais qui sont aussi de l'autre bord politique. Il faut leur parler, il faut tenir ce discours, de se dire que chacun doit être fort là où il est, de manière à ce que l'accord qui soit négocié et signé demain, chacun le respecte sur le très long terme. De toute façon, dans tous les cas, c'est ce qu'on a dit, parce que s'il y a un partenaire qui n'est pas solide, l'accord qui sera signé, il fera défaut au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il sera toujours remis en question. Il sera toujours remis en question. Et chez nous, c'est pareil. D'ailleurs, là, aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est chez nous ou si c'est chez eux que c'est le plus difficile à aller chercher cette cohésion-là. Donc, voilà un peu quelques éléments que je pouvais donner je vous mets un peu un état de la littérature scientifique qui m'a servi aussi pour faire ce propos aujourd'hui. On est en train de travailler aussi sur les différentes publications qui pourront sortir de tout ce travail-là. L'enquête quantitative aussi a été terminée sur le projet Inclusive Peace et normalement aussi, c'est l'occasion pour moi d'annoncer qu'en fin février de l'année prochaine, normalement, on aura un premier colloque de restitution qui se tiendra pour vous présenter les résultats. J'espère en tout cas qu'ils auront pu éclairer aussi les débats qu'on tient pour la journée, pour celle de demain. Parce que de toute façon, je suis persuadé que le processus de justice transitionnelle, il peut s'appuyer aussi, il peut appuyer la démocratie consociative. Et de toute manière, ce qui nous intéresse ici, c'est bien de trouver les voies et moyens pour que les gens arrivent à vivre ensemble, tout simplement. Donc, je pense que ça peut contribuer. Je vous remercie pour votre attention. Merci Anthony pour cet éclairage
en sciences politiques et avec donc des éléments où pour faire société, il faut être tous ensemble et donc cette approche entre le vote majoritaire notamment et le consensus sur lequel on reviendra aussi cet après-midi dans d'autres interventions. Et je passe donc la parole à ma collègue Léa Havard, qui est maître de conférence en droit public, également donc directrice adjointe de notre laboratoire de recherche, et qui va donc parler sur le plan du droit public, donc encore un autre regard du contexte calédonien sur un aspect donc plus juridique, plus institutionnel, je dirais. À toi, Léa. Merci beaucoup, Nadège. Je remercie déjà mes deux précédents collègues. Évidemment, ma contribution va s'inscrire complètement dans les propos qui ont déjà été tenus. Alors, du point de vue de la constitutionnaliste que je suis, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est avant tout une histoire de statut. Colonie, territoire d'outre-mer, accord de Matignon-Oudinot, collectivité sui generis, accord de Nouméa, accord de Bougival peut-être demain. Une quinzaine de statuts se sont succédés depuis que la Nouvelle-Calédonie est devenue française en 1853. Alors, pourquoi autant de changements statutaires dans l'archipel ? La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui est profondément marqué par des crises. C'est un territoire marqué, bien sûr, par une histoire coloniale profonde, comme nous l'a rappelé Louis. Un territoire de crises, des crises économiques, sociales, institutionnelles, des crises politiques surtout, que l'on pense, par exemple, à la période des événements dans les années 80 ou, de façon beaucoup plus récente, à mai 2024. Alors, face à ce contexte instable en Nouvelle-Calédonie, comme dans les autres outre-mer, l'État a souvent eu la même réponse : il faut changer de statut. La solution au mot, MAUX, résiderait donc dans un changement de mot, MOTS. Il suffirait de remplacer un cadre statutaire par un autre pour apaiser la société. Alors pour quel résultat ? Pour apporter des premiers éléments de réflexion, il faut ici, à mon sens, distinguer deux périodes, avant 1988 et après. Avant, particulièrement dans les années 60, 70, 80, la Nouvelle-Calédonie a été soumise à ce que la doctrine qualifie de valse des statuts, une période de 30 ans où presque une dizaine de changements statutaires majeurs ont eu lieu. Guy Agnel, qui était d'ailleurs professeur de droit dans cette université et à qui on peut rendre hommage ici, utilisait la notion de yo-yo institutionnel pour faire référence à ces changements incessants de statut. Cette frénésie statutaire n'est rien d'autre que le symptôme d'une approche inadaptée. L'État était dans une posture unilatérale. Il imposait des statuts sans prendre en considération suffisamment les aspirations locales. Cette posture a eu pour effet de renforcer les revendications indépendantistes et donc d'accentuer aussi le clivage dans la société calédonienne et à mener aux événements dans les années 80. Ce choc a fait prendre conscience à l'État qu'il fallait changer de politique. Changer de politique et tout mettre en œuvre pour retrouver la paix, réconcilier une société profondément divisée. Et là, je renvoie à la contribution d'Anthony Tutugoro. Alors, l'adoption des accords de Matignon-Oudinot en 1988 a marqué un tournant, l'entrée dans une nouvelle ère, l'ère de la recherche du consensus, du début de la décolonisation et de la réconciliation. On pense évidemment ici à la poignée de main entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, qui est devenue le symbole de cette réconciliation. Donc la démarche, d'une certaine façon, avait changé. On était entré dans un moment de consensus, plus que d'unilatéralisme. Mais en réalité, la solution restait quand même la même, adopter un nouveau statut. D'ailleurs, c'est dans cet esprit que les partenaires politiques ont négocié un nouvel accord, encore un, de façon consensuelle, certes, en 1998, l'accord de Nouméa, qui n'est en fait que le prolongement des accords de Matignon-Oudinot, même s'il va plus loin. Il s'agissait de consolider la paix retrouvée, d'approfondir le processus de décolonisation et de construire le fameux destin commun sur lequel je vais revenir un peu plus longuement. Alors aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, alors que l'issue des 3 référendums s'apparente aujourd'hui à une impasse, on s'interroge de nouveau sur des questions statutaires. Quel statut succédera à l'accord de Nouméa ? Déva, Bougival, autre chose ? Et dans le même temps, la Nouvelle-Calédonie a sombré depuis mai 2024 dans une
très grave crise, une crise multidimensionnelle, inégalée depuis les heures sombres des années 80. Alors avant de continuer à étoffer la collection statutaire de la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger sur ce réflexe institutionnel devenu symptomatique, pour reprendre les mots de notre collègue Karine David? En effet, la formule... C'est pas encore. En effet, la formule un obstacle politique égale une solution statutaire ne semble pas si magique que cela. Avant de l'appliquer à nouveau par automatisme, il est donc indispensable d'en comprendre les limites pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et espérer un jour inscrire la Nouvelle-Calédonie dans une trajectoire de paix durable. Alors revenons d'abord sur l'objectif poursuivi par l'accord de Nouméa, le destin commun. L'accord de Nouméa est un texte novateur et ambitieux. Novateur, il fait de la Nouvelle-Calédonie une collectivité sui generis, inscrite au titre 13 de la Constitution. Je ne vais pas ici vous détailler toutes les institutions sur mesure qui ont été mises en place par l'accord de Nouméa, souveraineté partagée, Sénat coutumier, gouvernement collégial, dont Anthony a parlé tout à l'heure. Il constitue un statut totalement unique, au service d'un objectif tout aussi ambitieux et unique, un objectif d'ouverture du processus de décolonisation, mais aussi et surtout, il s'agissait de réconcilier la société calédonienne autour d'un projet de société appelé destin commun. Alors pour le comprendre, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur le texte de l'accord de Nouméa qui pose la feuille de route à suivre. Les signataires ont reconnu dans le préambule, et je cite, « les ombres de la période coloniale ». Ils ont affirmé la nécessité de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée. Ce préalable posé, l'accord de Nouméa invite en fait à dépasser les fractures. Il invite à dépasser les fractures pour permettre, et je cite encore, au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun. Et l'accord de Nouméa conclut sur cette phrase qui résume finalement l'ensemble de l'esprit de l'accord. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage, l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Le destin commun est alors devenu la devise de l'accord de Nouméa. La quête de paix, de vivre ensemble, est incarnée depuis presque 30 ans à travers cette notion qui constitue à la fois le soubassement de l'accord de Nouméa, mais aussi un horizon à atteindre. Alors concrètement, comment ce destin commun allait-il être mis en œuvre ? Plusieurs dispositifs ont été prévus dans l'accord de Nouméa, par exemple la reconnaissance du peuple kanak, le rééquilibrage, un certain nombre d'éléments qui ont aussi été évoqués précédemment. Mais en tant que bonne constitutionnaliste, je vais me focaliser sur ce qui me semble être l'un des principaux leviers juridiques de mise en œuvre de ce destin commun, qui n'est autre que la citoyenneté calédonienne. Alors la citoyenneté, c'est le concept juridique français par excellence qui a vocation à créer de l'unité par-delà la diversité grâce à un double mouvement. D'une part, elle permet au groupe de se définir par rapport à l'autre, en excluant les non-citoyens. D'autre part, la citoyenneté permet de renforcer une identité commune, puisqu'elle va en fait attribuer des droits identiques à tous les citoyens et uniquement à eux. Ces droits sont traditionnellement des droits civiques et politiques, donc la reconnaissance du droit de vote. Alors en Nouvelle-Calédonie, on retrouve cette dimension essentielle. Être citoyen calédonien, c'est avoir le droit de vote aux élections provinciales et au scrutin d'autodétermination. De façon plus originale, la citoyenneté calédonienne a aussi une dimension socio-économique avec l'accès préférentiel à l'emploi local. L'idée qui sous-tend la citoyenneté calédonienne, c'est donc que seuls ceux qui ont un lien suffisamment resserré avec le pays peuvent participer à la détermination de son avenir. Donc la création de cette citoyenneté, elle devait en fait participer à consolider un sentiment d'appartenance à un même corps politique. En définitive, à travers la citoyenneté calédonienne, qu'est-ce que faisait l'accord de Nouméa ? Eh bien, il dessinait les contours d'un peuple calédonien, même si le mot n'est pas utilisé dans l'accord. Alors, telle était l'ambition, en tout cas, qui était portée par l'accord de Nouméa. Près de 30 ans plus tard, la promesse a-t-elle été tenue ? Peut-on dire que ce statut inédit a participé
à faire émerger le fameux vouloir vivre ensemble, cher à Ernest Renan. On va voir évidemment, sans grande surprise, que le bilan est plus que mitigé, même s'il y a eu des avancées sur le chemin du destin commun qui méritent d'être soulignées. La principale de ces avancées est, à mon sens, que la création de la citoyenneté calédonienne, pour continuer mon analyse à travers ce prisme, a favorisé l'ouverture du discours sur l'identité calédonienne, sur une identité commune. En effet, si l'accord de Nouméa définissait les conditions d'accès à la citoyenneté, par contre, il ne définissait pas son contenu, il ne définissait pas sa dimension symbolique. Pour le dire autrement, au-delà des critères froids d'inscription sur les listes électorales, qu'est-ce que signifie être citoyen calédonien ? Quelles sont les valeurs ? Quelle est l'identité qui sous-tend la citoyenneté calédonienne ? Alors, pour tenter de répondre à cette question a conduit la société calédonienne, par exemple, à adopter des signes identitaires. Alors, même si les discussions ont achoppé sur le drapeau, sur le nom du pays, un hymne, une devise, un graphisme de billet de banque ont tout de même été déterminés. Il y a également une charte des valeurs calédoniennes qui a été rédigée pour, je cite, « mettre en évidence ce qui rassemble et unit les Calédoniens dans leur diversité ». Il y a donc une réflexion qui a été ouverte sur cette identité commune. Les avancées existent. Toutefois, elles restent bien modestes au regard de la persistance des clivages communautaires et évidemment plus récemment du retour de la violence. De ce point de vue, l'analyse du vote aux 3 référendums d'autodétermination est implacable. À chaque scrutin, le même constat. Les cartes de résultats des votes se superposent presque parfaitement à la carte de la répartition ethnique en Nouvelle-Calédonie. Et ces votes ont donc révélé la persistance d'une profonde fracture identitaire, d'une société très clivée, là aussi, comme pouvait le dire Anthony tout à l'heure. Et donc, à ce premier constat sévère s'ajoute un deuxième élément, qui l'est tout autant. Des leviers juridiques très sophistiqués avaient été prévus par l'accord de Nouméa pour sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse politique, notamment le transfert progressif des compétences ou encore la série des 3 référendums. Tous les leviers, quasiment, ont été à ce jour actionnés et pourtant la Nouvelle-Calédonie semble aujourd'hui revenue au point de départ. Le dernier référendum s'est tenu il y a bientôt maintenant 4 ans. La Nouvelle-Calédonie a de nouveau sombré dans la violence en 2024. Et comble du paradoxe, l'étincelle qui a allumé ce conflit était une question qui touchait à la citoyenneté calédonienne, la même qui était censée rassembler. Et dans ce contexte, les partenaires politiques sont toujours en train d'examiner la situation ainsi créée, pour reprendre les mots de l'accord de Nouméa, une situation qui continue de s'enliser. Une question doit maintenant se poser. Peut-on pour autant faire reposer la faute sur l'accord de Nouméa ? À mon sens, penser que la faille viendrait seulement d'un mécanisme institutionnel mal huilé serait une grave erreur. Cela reviendrait à s'arrêter devant l'arbre qui cache la forêt. Certains dispositifs institutionnels de l'accord de Nouméa ont certes été défaillants, et je pense particulièrement ici au recours au référendum. Et là aussi, il y a des ponts très forts avec ce qu'Anthony disait sur la démocratie majoritaire. Le recours au référendum, le fameux référendum couperet. Le référendum, c'est l'outil par excellence de la démocratie majoritaire. Le résultat ne peut être que binaire, oui, non, alors même que la question de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est éminemment complexe, fait de nuances. Cet outil était d'autant plus inadapté qu'il traduit une vision très occidentale de la prise de décision, ce qui peut sembler pour le moins paradoxal quand on pense que ce référendum constituait le point d'orgue d'un processus de décolonisation d'un territoire de culture océanienne, fondé davantage sur le consensus, la négociation, et là je renvoie à ce qui vous sera aussi expliqué cet après-midi avec Nadège. Et d'ailleurs, pour faire le pont aussi encore avec les propos qu'Anthony a pu nous relater, je fais référence à ce que disait Georges Naturel, un homme, une voix, ça ne semble pas fonctionner en Nouvelle-Calédonie.
Alors, on pourrait continuer à égrener les insuffisances de l'architecture institutionnelle de l'accord de Nouméa pour expliquer ces déboires, mais l'enjeu est en réalité bien plus profond. La cause essentielle de son échec tient à son absence de fondation solide. Et là aussi, c'est ce qui a déjà été exposé. L'accord de Nouméa, malgré son élaboration consensuelle, était miné par une ambiguïté profonde. Je reprends ici la citoyenneté calédonienne et le destin commun. Ces deux notions reposent sur deux perceptions différentes, voire opposées, qui s'expliquent par le contexte de décolonisation dans lequel est la Nouvelle-Calédonie. Pour le dire de façon simplifiée, la communauté indépendantiste, très largement kanak, a dès le début pensé la réalisation du destin commun à travers l'accession à l'indépendance, la citoyenneté calédonienne devant alors se transformer en nationalité. A l'inverse, les loyalistes envisageaient leur futur au sein de la République française. Et donc la citoyenneté était uniquement un outil d'affirmation d'une identité singulière, mais au sein de la France. Par conséquent, la citoyenneté qui devait permettre de faire société est en elle-même devenue le sujet de la discorde. Elle a même aggravé les divisions communautaires. Et c'est bien parce qu'il n'y a jamais eu de consensus réel sur le projet politique qu'elle portait. L'accord de Nouméa ne conduit pas vers un projet politique, mais vers deux projets antagonistes. En d'autres termes, l'accord de Nouméa s'était vu confier une mission impossible, mener vers un destin commun dépourvu de sens commun. Alors, en conclusion, on comprendra bien que tenter de résoudre des difficultés sociétales et politiques aussi profondes par des ajustements institutionnels ne peut mener qu'à une impasse. Un statut ne doit pas constituer une fin en soi, il devrait être conçu pour mettre en œuvre un projet de société préalablement défini. Or, en Nouvelle-Calédonie, ce projet fait encore défaut, certainement parce qu'il est impossible de se projeter sereinement dans le futur quand le poids du passé est encore trop lourd. Et je fais ici bien sûr référence à l'intervention de Louis, quand on voit l'émotion partagée dans cet amphithéâtre. Lourd est un doux euphémisme. Dans ces circonstances, l'accord de Nouméa était inévitablement, structurellement inadapté pour réaliser le destin commun, mais comme n'importe quel autre statut l'aurait été. L'enlisement actuel prouve que les difficultés de fond n'ont absolument pas été réglées, et pourtant la fuite en avant se poursuit. L'actualité brûlante confirme la priorité encore et toujours donnée à la solution juridique, à l'outil juridique. Loi organique pour reporter les élections provinciales, projet de loi constitutionnelle visant à constitutionnaliser l'accord de Bougival, projet de loi pour consulter les Calédoniens sur l'accord de Bougival, qui sera d'ailleurs discuté au Congrès mercredi. La mécanique juridique est en marche pour donner vie à l'accord de Bougival, un accord qui repose sur un projet de société laconique. 7 lignes lui sont consacrées à la fin des 13 pages de l'accord. Dans ce contexte, le futur de la Nouvelle-Calédonie, quel qu'il soit, dans la France, Bougival, Deva, autre chose, aucun statut ne pourra répondre seul aux défis calédoniens s'il continue à faire office de pansement sur des plaies qui n'ont jamais été vraiment traitées. C'est là que réside toute la pertinence d'ouvrir une réflexion sur la justice transitionnelle, car elle invite à décentrer le regard, à s'atteler aux vraies difficultés de fond. Le jour où l'on tentera réellement de résoudre ces difficultés, le droit, qui a souvent été facteur de crise en Nouvelle-Calédonie, pourra alors devenir un extraordinaire outil pour l'en sortir. Je vous remercie. Merci Léa pour cette mise en perspective constitutionnelle et institutionnelle et la frénésie des réponses et des solutions à chaque fois sui generis, mais qui ne s'attachent pas nécessairement à traduire un projet de société et à regarder l'histoire de la Nouvelle-Calédonie pour aussi construire ce projet de société, même si c'est ce que l'on recherche depuis toujours en Nouvelle-Calédonie. Je passe la parole à Grégory Simon, qui est donc psychologue clinicien
physicien, qui est également membre d'un groupe de recherche sur la psychologie autochtone et humaniste, et qui va donc, avec un autre regard encore, nous parler de ce contexte calédonien. Oui, bonjour. On peut lancer le PowerPoint, ouais ? Merci. Voilà, juste là. Oui. Oui, bonjour. Bonjour la Calédonie, bonjour la Kanaki, bonjour Bwechu Momawe. Momawe, c'est la paix, la tranquillité. Vous savez, c'est ce qu'on a envie tous, c'est ce qu'on a envie d'atteindre collectivement, dans une unité, dans la diversité. Et effectivement, je vous remercie de m'avoir invité pour échanger. Moi, je suis praticien-chercheur depuis 18 ans dans le pays. Je participe à un groupe de parole, à des groupes de parole aussi, mais à un groupe de réflexion internationale autour des psychologies autochtones et des relations entre la psychologie autochtone et la psychologie globale. Donc, j'ai appris la psychologie grâce aux universités de la République, les travaux internationaux, bien sûr, la mémoire de mes ancêtres, mais aussi grâce aux aboris du pays Païchi, des initiés, qui sont des connaisseurs de la science de Tehuantanaque, et qu'on peut dire une science qu'on peut appeler Temenga Choina, la connaissance. C'est-à-dire, c'est une science, effectivement, ça rejoint tout ce qui a été dit aujourd'hui, qui est peu existante ou véhiculée, vous voyez, dans les différents secteurs institutionnels du pays. On pourra en reparler. Alors, j'ai mis le cœur de veau, clin d'œil à PMVR. Ah oui, c'est ici. Ok, merci. Clin d'œil à PMVR, puisqu'on a commencé les premières collectes à veau, des collectes de mémoire. Et aussi parce que c'est un symbole de rassemblement. Vous voyez, c'est un symbole de rassemblement moderne. Ça renvoie. Je parle de psychologie autochtone en même temps parce que c'est ce qui nous manque quand même dans le pays pour qu'on concilie, je dirais, les pensées, les regards, les univers de sens. On a besoin d'articulation des langages et du coup d'interculturalité. Donc je parle de psychologie autochtone aussi. Ce symbole de rassemblement. Il est lié à ce qu'en pays Païchi, il est nommé Peiri Papitiri, une source de vie du corps humain qui fait partie de l'idée de rassemblement, d'amour, je dirais d'unité dans la diversité. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu. Ah oui, d'accord. Oui. Ce qui m'intéresse pour ma part, c'est les mémoires, des savoirs qui sont utiles et efficaces pour les réconciliations. Et puis, ce qui va être utile pour un épanouissement collectif en Océanie. Alors, on a plusieurs strates de traumatisme en Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas les répéter, on a trois principales, la prise de possession, colonisation, 84-88, 2024, que je vous propose de penser comme une réactivation d'un traumatisme non résolu, non réglé. Et cette réactivation crée un traumatisme transgénérationnel. C'est issu d'un traumatisme transgénérationnel qui, quand il n'est pas reconnu, il ne disparaît pas, il se transforme. Donc, ça occasionne des reproductions de scénarios de violence. Et du coup, on voit bien que les violences, les traumatismes ne disparaissent pas avec les personnes qui l'ont vécu, mais se transmettent. Pour apaiser un traumatisme collectif, on devrait tout mettre en œuvre, tenter de reconstruire du lien de confiance, évidemment. Donc, le trauma ne disparaît jamais par le silence, mais par un travail de réparation collective. Et l'idée, c'est d'essayer de s'émanciper de relations douloureuses, toxiques, dans lesquelles tout Calédonien est, je dirais, happé, concerné, on peut tous être concernés par ce type de relations douloureuses, souffrantes. Je vais envoyer une autre slide, je ne vais pas m'appesantir trop dessus, parce qu'il faut la regarder avec prudence. Là, c'est le psychothérapeute un peu qui parle.
Quand je reçois des familles, c'est un outil efficace pour comprendre des jeux de rôle dans une famille qui a subi des traumas, et puis avec ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman, un psychiatre qui nous explique comment on peut être victime, bourreau et sauveur tour à tour dans des relations. Je vous propose qu'on ne réduise pas le conflit à ces dynamiques relationnelles, parce que le conflit, il est aussi spirituel et il est aussi lié à la terre et au foncier. Donc ça, c'est important. Mais dans la dynamique relationnelle, et puis il y a une première, je dirais, prise de possession. Donc c'est important aussi, qui indique un acte, on va dire, qui pèse et dont on doit se charger. J'avais proposé d'ailleurs pour ma part une levée de deuil de la prise de possession. Et je crois qu'une justice transitionnelle devrait s'emparer de cette idée pour réfléchir autour de comment on peut mettre en place cela, et s'il y a des peurs, comment on les évacue, je dirais. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais l'idée, c'est qu'en psychologie, dans les thérapies des systèmes, on se défusionne de ces postures-là, on aide au travers de la transformation des relations, et c'est pour ça que la justice transitionnelle, quand je vous écoutais ce matin, j'avais l'impression qu'elle, dans sa mutation, elle arrivait à cette question de la transformation des relations des systèmes. C'est ce que je pratique tous les jours en tant que psychothérapeute des familles. Et effectivement, je m'intéresse à cette transformation des relations à un niveau pays. Donc, l'idée, c'est pas d'étiqueter des groupes, c'est de dire que comment on sort de ce triangle, si on y est happé, on n'y est pas tout le temps, mais on peut y être. Et eh bien, on peut parfois, dans une famille, quand il y a une souffrance, vous savez, admettons, je reprends le conflit de 2024, c'est les jeunes. Le problème, c'est les jeunes, on cible, c'est les jeunes le problème. Dans une thérapie familiale, on a une co-responsabilité, et c'est les relations du système qu'on transforme quand le thérapeute accompagne, conduit et facilite des entretiens. Donc l'idée, c'est de se décentrer d'un coupable, d'un responsable aussi, et de voir comment on transforme les relations. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des responsabilités progressives qui sont, on va dire, identifiées. Hein. Vous parliez de ce qui est bien, ce qui est mal. Je préfère dire ce qui est bien ou ce qui est mal plutôt que qui est le bien, qui est le mal. Mais en tout cas, on peut effectivement, dans les processus de transformation des liens, en tout cas la psychothérapie nous apprend ça, se dégager de ces rôles et arriver dans un 1 + 1 = 3. Si on regarde le pays comme ça, c'est réparer les liens et partager le pouvoir différemment. Alors par exemple, je parlais de la connaissance de la science de Te Ankanake, Temanga Choina, comment elle existe dans la santé, comment elle existe dans l'éducation, comment elle existe dans le social, comment elle existe dans la justice. Tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis 30 ans, puisque les convocations culturelles sont en marge des institutions, fonctionnent autour, mais ne sont pas au cœur. Et on n'est pas venu assez en dialogue en profondeur pour intégrer, je dirais, des concepts, une vision kanak de l'existence à l'intérieur, par exemple, de la santé. Je vais donner l'exemple. Focus sur la psychologie et la santé psychique. S'il vous plaît, premier a priori à déconstruire. Les concepts, les pratiques, les méthodologies autochtones kanak et océaniennes qui seraient intégrées dans la santé n'auraient une pertinence que pour ces populations spécifiques. Oui, il y a certaines réponses spécifiques. Non, c'est faux, c'est universel aussi. Il y a des dynamiques universelles, comme dans toute société, civilisation. Et quand on me répond, parce que c'est quelque chose qui est véhiculé et qui se dit, que j'entends, eh bien, oui, non, c'est quand même trop spécifique de faire quelque chose qu'une approche autochtone. La psychologie culturelle européenne, depuis 30 ans par exemple, qui est appliquée, est aussi culturelle. Elle a de l'universalité, mais elle a aussi de la spécificité culturelle. Donc on ne peut pas rééquilibrer. Rééquilibrer, c'est d'abord psychiquement, intérieurement. On ne peut pas rééquilibrer si on ne rééquilibre pas déjà le rapport de force entre la valeur donnée au concept, sachant que les connaisseurs kanakés, tradipraticiens, se sont repliés sur eux-mêmes, des effets de postcoloniaux, dans leur posture et dans leur partage de connaissances. Alors du coup, impossible de continuer à garder cette posture-là, qui est insupportable aux yeux de la justice et de la paix, d'ailleurs, de continuer de dire, et au plus haut sommet de l'État, enfin de personnes en responsabilité, etc., que effectivement ce n'est qu'une spécificité et que ça ne va pas intéresser les autres. C'est insupportable. Alors, du coup... oui, excusez-moi, mais il faut parler aussi avec vérité, c'est ce qu'on s'était dit. Donc, je continue.
Les ressources, alors un constat simple, ressources locales non intégrées dans le système de santé publique, flux d'import-export des connaissances qui viennent d'Europe et des États-Unis, massivement ici, c'est très bien, on a des trucs bien, le problème, c'est qu'on ne crée pas de psychologie autochtone locale et qu'on ne met pas en dialogue avec les psychologies qui viennent d'Europe ou qui viennent des États-Unis, par exemple. Donc on a des différences évitables en matière de santé et de bien-être pour la population autochtone kanak, les peuples océaniens en général, sachant que je ne vais pas rappeler les fragilités de la jeunesse kanak et océanienne. On connaît les taux de suicide, addiction, augmentation de 3 fois des psychoses en 20 ans, etc. Passons là-dessus, mais continuons. Une réponse simple et inévitable, des réformes pour équilibrer les forces, obligatoires. Donc pour moi, la justice transitionnelle, c'est déjà ça, c'est déjà rééquilibrer à ce niveau-là. Quand je disais répartir les pouvoirs, c'est répartir le pouvoir de la pensée dans l'application des institutions. La santé psychique pour un modèle de société innovant, c'est quoi? La prévention primaire, secondaire, tertiaire, moins de 5% dans le pays, encore moins même peut-être. Trop centré sur le curatif, les services d'urgence, gros problème. Pour les jeunes et les familles en particulier, on sait très bien qu'on peut mettre en place des retraites thérapeutiques et spirituelles avec une approche autochtone kanak et océanienne. Ça peut servir pour les états psychotiques, les ententes de voix, la libération de l'alcool et des substances psychoactives, des entretiens familiaux et la création de dispositifs innovants en général. On a besoin de réfléchir à ces sujets-là. Si je continue, l'intégration des ressources, c'est quoi? Savoir et pratique autochtone. On obtient de la sécurité culturelle, parce que la sécurité culturelle, ce n'est pas, ça va au-delà de la convocation de la culture dans un dispositif de soins. Dans un dispositif de soins, on a besoin, pour qu'il y ait de la sécurité culturelle, d'évoquer les univers de sens et les concepts, les méthodologies, les pensées autochtones, pour qu'il y ait de la justice et de l'équilibre. On obtient du coup de l'équité dans les soins. On est dans des préventions des discriminations ethniques, parce que ça aura un impact là-dessus, de tous bords, de tous côtés. Et du coup, on articule les univers de sens, on pratique de l'interculturalité, et c'est déjà à ce niveau-là qu'il faut le faire. Donc, 30 ans, ça n'a pas été fait, donc on a besoin d'avancer de ce côté-là. Et puis, quand la vision du monde océanienne se reflète mieux dans les institutions, les personnes vont davantage chercher de l'aide dans ces institutions. Ça, c'est très important. Et puis, il est démontré, la littérature internationale le démontre très bien, les Maoris ont été nos voisins très performants à ce sujet-là pour nous rappeler que les pratiques de soins autochtones font partie des pratiques inévitables, essentielles pour la restauration des blessures coloniales et postcoloniales. Ensuite, voilà. Ouais, non, c'est pas grave. Donc on a besoin de praticiens autochtones et océaniens, puis d'autres cultures aussi du pays, et un travail de développement des psychologies autochtones, du coup en relation avec les psychologies locales dans les institutions. Donc il y a des questions aussi, du coup, vous voyez, de juridiques par rapport au statut des tradipraticiens, dont il est question également. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Une prise en compte sérieuse de la dimension interculturelle, des programmes de réparation psychologique intercommunautaire, ça n'a jamais été lancé de manière significative comme dans d'autres pays. Tradipraticiens autochtones et médiateurs culturels intégrés aux équipes, bien sûr. Centres spécialisés en psychothérapie autochtone. Donc la santé psychique, en réalité, c'est un enjeu politique majeur. Une politique publique globale de santé psychique. Des stratégies coordonnées intersecteurs, santé, éducation, justice sociale, instances coutumières, surtout ça aussi, parce qu'ils fonctionnent séparément, trop séparément. Développer la recherche en psychologie à l'UNC, rapidement en réalité. Et donc la dimension psychique est centrale, pourtant elle est restée toujours marginale. Je rappelle aussi que dans la réconciliation citoyenne et politique des accords de Matignon et de Nouméa, la dimension psychologique n'a jamais été accompagnée, il n'y avait jamais eu de volet psychologique dans l'accompagnement des accords. Alors, autochtone, on l'imagine encore moins, et puis même en psychologie occidentale non plus. Donc indispensable pour atteindre profondeur, clarté et durabilité, à mon avis. Alors écoutez, je finis à nouveau avec le cœur de veau. Il a circulé dans le monde, mais est-ce qu'on connaît bien le message qu'il nous envoie? C'est un message de rassemblement. Vous savez, en Païti, on dit Naputi Mamwari, c'est la terre-mère.
Alors la terre-mère, ça veut dire qu'elle a un esprit, mais c'est un ressenti aussi. Ce n'est pas que du cognitif. Et donc le ressenti doit faire que on peut comprendre ces langages-là, qui sont la science autochtone, elle n'est pas dans le passé. Elle est maintenant avec nous et elle est dans le futur, et pour un futur désirable, collectif. On porte là collectivement la responsabilité du lien, d'accord, pour les enfants de demain, parce que c'est, je crois, la chose peut-être la plus importante. Les rois sont les enfants, hein, que ce soit les chrétiens, les républicains, les coutumiers, on dira toujours ça, d'accord. Et puis, pour éviter des nouvelles explosions, il faut des garanties à ce que les structures de pouvoir puissent être transformées. Comment on fait? Alors, oui, Peri Papitiri, le rassemblement, j'ai demandé à un ami initié en pays Paichi, je le salue, à Douy, qu'est-ce que c'est pour toi la réconciliation? Il m'a répondu, Pichingombo ne au Ongoro. Alors il a voulu dire, il a dit, de sa traduction, on baisse la tête, dans l'humilité du coup, en gros, mais on baisse la tête, et on se relie, on se réconcilie dans les profondeurs du cœur et de la terre, selon la traduction. Donc ça veut dire qu'on se relie à l'esprit de la terre. Mais toutes les communautés peuvent faire ça. Ce sont des logiques ancestrales qui ont toujours existé. On a juste besoin de donner du crédit à ce genre de psychologie-là et à créer des articulations. Ça n'exclut rien ni personne. Et puis après, ça crée du dialogue et c'est ce qui est intéressant. Juste pour conclure, alors je reprends, on parle quand même dans la question des valeurs. Les valeurs, c'est bien de les articuler entre elles. Je respecte les valeurs de la République. Liberté, oui, mais pas sans solidarité. Sinon, on se perd. Égalité, oui, mais pas sans équité. Fraternité, oui, mais pas dans la fraternité du même, que dans celle du même, dans l'entre-soi. La fraternité de l'autre, donc de l'altérité. On relie ces mots-là à ces maximes, c'est déjà intéressant. Voilà, la République, 165 ans d'histoire. Vous savez qu'au fond de la République, la partie immergée de l'iceberg, les royautés françaises, 1400 ans d'histoire. Les devises, je les rappelle, vérité, justice, modération. Ah oui, vérité, justice, on est dans le processus de la vérité de la justice. Les rois peut-être avaient raison, parfois, parce qu'il y a eu des rois très autochtones. Je vous parle de Saint-Louis, par exemple. Vérité, justice, modération, parce que vérité, justice, c'est très fort comme mot, comme valeur. C'est très fort, c'est difficile. C'est émotionnel, c'est difficile, mais modération, c'est la sagesse des anciens, ça. On met de la modération, parce que justement, c'est là qu'on obtient la paix. Mais on ne peut pas avoir la paix sans équité et justice. Donc on doit trouver l'équilibre entre les deux. Donc, écoutez, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de participer collectivement et j'espère qu'il y aura des... Enfin, moi j'ai été ravi de tout ce que j'ai entendu. Voilà. Merci beaucoup, merci. Allez, olé Bameina. Merci beaucoup pour ces propos qui donnent une autre dimension au contexte et à la capacité de se décentrer aussi et d'entrer en altérité. Ça donne également des perspectives pour les réparations dans le cadre d'une éventuelle justice transitionnelle. Et sans transition aucune, je pense que ça sera le mot de la journée de toute façon, le terme transition, on vous propose d'échanger avec vous à la suite de ces propos denses qui ont été tenus ce matin. Avant de passer, finalement, on a un petit peu inversé notre programme, avant de passer aux éclairages internationaux et aux pratiques qui ont pu déjà avoir lieu dans un cadre autre que celui de la Nouvelle-Calédonie. Et la parole circule, n'hésitez pas à solliciter le micro. Bonjour, merci pour toutes vos interventions passionnantes, Amandine. Moi j'ai une question très simple. Est-ce que tous, autant que vous êtes à la tribune aujourd'hui et peut-être avec d'autres partenaires, vous êtes interrogés ou reçus par les membres de la mission interministérielle de Claire Durieux? Non, la réponse est claire. Je crois que
Si je peux ajouter, alors non, nous n'avons pas eu l'occasion d'être en contact, mais nous pourrions très bien faire une démarche aussi proactive pour entrer en contact avec la mission, et nous espérons peut-être, en tous les cas, nous ne désespérons pas d'avoir une rencontre avec eux avant leur départ. Oui, et si je peux ajouter, toutes les institutions ont été invitées bien sûr à cet événement, y compris l'État via le Haut-Commissariat. Oui, juste une question pour Léa, qui nous a bien montré l'ambiguïté profonde de l'accord de Nouméa sur le destin commun, l'interprétation dans l'indépendance ou dans la République. Mais il me semble qu'il manque un maillon. Et le maillon, c'est l'État français, qui est le troisième signataire de l'accord de Nouméa. Et si on n'interroge pas l'ambiguïté fondamentale de l'État français dans le processus, on ne pose pas le problème jusqu'au bout. Or, c'est là cette ambiguïté. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, c'est lui qui, en dernier ressort, détient toujours les clés. Quel que soit le camp dans lequel on est à la merci de ce que l'État français va vouloir faire. Et comment on peut constituer une communauté de destin lorsqu'on est à la merci de quelque chose qui est à l'extérieur de la communauté et dont on ne peut jamais complètement maîtriser les paramètres? Voilà ma question. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, c'est un élément que je n'ai pas eu le temps de développer dans mon propos, notamment parce que je sais que Nadège va le faire cet après-midi, donc je ne voulais pas empiéter sur les autres interventions. Mais oui, bien sûr, tu as complètement raison. Cette idée de destin commun et de création d'une identité propre à la Nouvelle-Calédonie n'est pas que le problème de la Nouvelle-Calédonie, parce que, bien entendu, certainement que c'est déjà d'abord un problème qui est à régler de l'État dans son rapport avec la Nouvelle-Calédonie sur tout ce qui a trait à la colonisation, avant même de rejeter en quelque sorte le problème en Calédonie en disant débrouillez-vous entre vous, alors même que l'État biaise bien entendu les rapports en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, merci. Merci encore pour toutes vos interventions. J'ai entendu encore aujourd'hui qu'on déplore qu'il n'y ait pas de modèle de société, ni porté par les partis politiques de façon très précise, ni par l'accord de Bougival qui n'aurait que 7 lignes sur le modèle de société. Mais je me demande si on ne se trompe pas de cadre, parce que le modèle de société, il est issu des différents programmes politiques, des différentes majorités qui se succèdent. Et ce n'est absolument pas dans le cadre de Bougival que ça peut être défini. Ce n'est pas non plus les partis politiques, qui sont indépendantistes ou autres, de définir un modèle de société. Le modèle de société, il va être issu des urnes, il n'est pas figé, il peut y avoir des alternances, il peut y avoir un modèle de société qui pendant 10 ans sera plutôt solidaire, qui pendant 10 ans sera plutôt libéral. Mais il ne peut pas y avoir de modèle de société dans Bougival. Il n'y en avait d'ailleurs pas dans Matignon ni dans Nouméa, sauf erreur de ma part. Oui, alors je suis d'accord avec vous sur le fait que le modèle de société, justement, n'a pas à être défini par les institutions, bien sûr. En revanche, ces institutions, pour qu'elles fonctionnent, sont censées refléter un modèle de société qui doit exister quelque part. Et on voit bien que, là, quand je disais de façon un peu sèche qu'il y avait cette ligne qui était consacrée au projet de société dans l'accord de Bougival et que ça arrive à la toute fin des 13 pages de l'accord, c'était pour dire qu'on sent bien qu'il y a un flottement, en fait, sur où on va. Il y a un flottement sur où on va parce que justement le travail peut-être qui sera ouvert à travers la justice transitionnelle n'a pas été fait. Donc, mais je suis d'accord avec vous, bien sûr, c'était aussi le sens de mon propos. C'est pas aux institutions de définir ce modèle. Ce modèle, il doit venir des urnes, des citoyens, de la démocratie participative, de projets du type justice transitionnelle. Bien, merci pour votre question. Je vais ajouter un mot dans une recherche précédente qui m'a pris un peu plus de temps que celle-ci.
j'ai interrogé les leaders du mouvement indépendantiste dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et c'est une question que je posais à des personnes qui étaient signataires de l'accord de Nouméa. Et eux, contrairement à vous, considèrent justement que en fait, l'accord de Nouméa, c'était leur projet de société. C'était le projet de société qu'ils ont défini pour la Calédonie pour les 20-25 prochaines années. Bon, je ne sais pas si en 90, ils auraient pensé que l'accord de Nouméa puisse durer aussi longtemps. Je ne sais pas, c'est une hypothèse qui avait été envisagée. Mais quand Léa Havard parlait tout à l'heure de la citoyenneté, de la création de signes identitaires pour l'archipel et ce genre de sujets, ça faisait pour eux partie, et la reconnaissance de l'identité kanak dans le préambule de l'accord de Nouméa, pour eux, ça faisait partie justement d'un projet de société sur lequel ils avançaient leur signature pour la suite, et sur le modèle qui avait été retenu pour Nouméa, du moins, c'est que la ratification par la population à 70% quand même après faisait office de consentement, en fait, consentement de la population, habilité à voter pour ça. Donc c'est même une question qui pouvait froisser de temps en temps. Si je posais la question du projet de société, mais le projet de société, on l'a arrêté. Maintenant, c'est à chaque citoyen de s'inscrire justement dans le modèle qui a été établi, dans le contrat qu'on a accepté entre nous de ratifier, et que maintenant, c'est prendre part justement à cette citoyenneté. Et le problème, il vient aussi de ce qu'on a adressé juste avant, c'est que visiblement, c'est toujours plus facile le lendemain de dire que hier, ce qui a été fait était comment dire, difficile à aboutir. Mais le problème, il est effectivement sur le fait que tout le monde n'a pas mis les mêmes projets, finalement, les mêmes mots derrière ce qui avait été signé. Et ça, on l'a vu très clairement les derniers temps. Voilà, c'est pour juste apporter un point additionnel à votre remarque. Merci. Oui, et juste, je me permets de rebondir parce que j'avais pas fini finalement ma réponse tout à l'heure. Quand même, je pense que c'est compliqué de comparer en termes justement de fond l'accord de Bougival qui est en discussion en ce moment avec l'accord de Nouméa, parce qu'effectivement, dans l'accord de Nouméa, il y a un projet de société qui est défini. Enfin, le préambule de l'accord de Nouméa, il pose des fondements très importants qui sont totalement absents dans l'accord de Bougival, s'il faut faire une comparaison dans l'accord de Bougival actuel. Donc on a quand même un défaut, à mon sens, encore plus fort de présence du chemin vers lequel on tend à travers l'institution dans les dernières discussions, quoi. Bonjour, vous entendez? Oui. Monsieur Stéphane, enseignant à l'université, on a eu un très beau témoignage de Monsieur Lagarde, complété magnifiquement par Monsieur Tutuguru. J'aurais deux questions. Du coup, on nous a restitué la complexité des blessures des différentes communautés. On a tendance, quand on entend les débats de manière superficielle, à résumer ça entre un conflit entre loyalistes et indépendantistes, alors qu'on a bien vu la complexité. Donc j'aurais deux questions. Une au psychologue, comment on restitue l'épaisseur et ce travail de mémoire sur la complexité des trajectoires individuelles, et aux juristes, comment on intègre cette complexité historique dans les processus de justice transitionnelle. Je vous remercie. Ah oui, d'accord, merci. Mais comment on restitue? Là, il faudra voir avec... moi, j'ai participé avec l'association PMVR pour faire des collectes de mémoire. Les restitutions, l'association va en parler cet après-midi. Maintenant, vous voyez, je suis rentré dans cette association parce que parole, mémoire, vérité, réconciliation, mais tout au pluriel. Donc effectivement, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est tout au pluriel. Et je me posais la question de quelle parole, de quelle mémoire, de quelle vérité on a besoin
pour s'orienter vers une conciliation déjà, avant une réconciliation. Mais ça, voilà, moi j'en suis là. Après, comment ce sera restitué, je crois qu'il y a tout un protocole, et puis Véronique sera là pour en parler cet après-midi pour PMVR. Après, il y a d'autres groupes qui font aussi des entretiens. Voilà, pour cette part-là. Je voudrais juste rajouter que le statut, c'est une chose, mais moi, ma présentation vise à dire qu'en dehors du statut, on doit rééquilibrer les visions du monde. Et puis créer du dialogue entre les visions du monde. Ouais, merci. Merci pour ta question, Loïc. Pour la question de savoir comment on intègre cette complexité dans le processus de justice transitionnelle, justement, ce sera tout l'objet des discussions de cet après-midi. J'apporte juste un élément de réponse. Comment on fait pour intégrer cette complexité à travers le droit de façon plus générale? Je pense qu'il y a des questions à se poser sur les catégories qu'on utilise. Je vous ai parlé de la citoyenneté calédonienne. La citoyenneté calédonienne, elle est pétrie d'universalisme. Et il y a des questions à se poser sur l'utilisation d'outils qui sont très fortement issus de culture occidentale. Est-ce que l'utilisation de cet outil, citoyenneté calédonienne, pour faire peuple en Calédonie, est vraiment adaptée au contexte calédonien? On voit bien que la population kanak peut le vivre aussi comme une forme d'effacement finalement du peuple kanak, d'être intégré dans cette citoyenneté calédonienne. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener sur l'utilisation de ces catégories juridiques et de prendre du recul sur l'ancrage culturel en fait qu'elles traduisent. Voilà, ça peut être un élément de réponse aussi. Et pour ce qui est d'intégrer cette complexité dans la justice transitionnelle, on verra donc ça cet après-midi. Et je vais donc vous remercier pour ces questions. On va passer la parole de nouveau à Jean-Pierre Massias. Avant la pause de midi, on essaiera de finir à midi et demi. Et donc Jean-Pierre va suppléer les deux intervenantes qui étaient prévues pour cette partie sur le tour d'horizon des dispositifs de justice transitionnelle qui ont été mis en place dans le monde. Donc il nous fait le plaisir de nous présenter certaines expériences étrangères qui pourront nous servir de cadre de réflexion pour continuer à avancer sur ce qui existe et ce qui peut être mis en place ou pas en Nouvelle-Calédonie.